Et salut les tennis. Et voici un bonus inédit, les souvenirs de Miami 2017. Donc le retour de Avantage Maurice, mon émission, une émission légendaire, pleine d'humour et de subtilité. Donc une vidéo inédite, pourquoi? Parce que quand je l'avais publiée en 2017, elle a été supprimée directement, tout simplement pour des atteintes de droits d'auteur. Et oui, j'avais mis des images malheureusement qui étaient interdites. Donc j'étais trop enthousiaste, j'avais envie de vous montrer les twinners de Kyrgios et malheureusement je l'ai payé cher. J'ai eu un avertissement sur la chaîne, suppression, menace que la chaîne va être, stoppée, arrêtée, interdite, va être bloquée. Donc du coup j'avais renoncé, je l'avais pas publié. Donc j'essaye quand même de vous remettre l'émission. J'espère que cette fois la vidéo va rester. Donc je croise les doigts. En tout cas, si ça marche, voilà, prenez du plaisir à cette émission de Miami 2017 avec Federer, Kyrgios, Zverev et compagnie. Bon visionnage. Et salut les fans de tennis et bienvenue dans l'émission Avantage Maurice. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur le tournoi de Miami. Alors, bonjour à Maurice, tous. Et bonjour. Stat, le relou, le coach. Alors d'abord, on peut rappeler le forfait de Raonic qui s'est retiré en raison de ses adducteurs douloureux. Bon, voilà. Donc avant de parler de Federer, on peut citer Mahut, donc, qui est arrivé en huitième de finale pour la première fois d'un Master 1000. Donc chapeau. C'était à sa 42e tentative, il a 35 ans. Bon, dans les premiers tours, on pourra retenir le 6-0 encaissé par Nadal, mais finalement il a su se sortir des griffes de Kohlschreiber. Donc Federer de son côté a tenu le choc face à Del Potro, plus agressif quand même, hein, il a dominé l'ensemble du match. De son côté, Wawrinka a peiné et est tombé sur un très bon Zverev qui se montre très solide en ce début de saison. Ah, tu parles d'émotion. Alors tu en veux des émotions, la révélation du tournoi est Nick Kyrgios. Nick, qui? Le jeune Australien a sorti des coups venus d'ailleurs et nous tous qui sommes ici ne vivons que pour ça, que pour ces twinners, que pour ces trickshots. Je vous laisse regarder. Bon, c'est clair que ces trickshots sont incroyables. Pour moi, c'est du génie pur. Mais certains le traitent de fou. Qu'en pensez-vous chacun? Moi je m'en fous, je n'existe que pour les stats. Moi je m'en fous, hein, je ne vis que pour Roger. Moi je m'en fous. Parce que je m'en fous en fait, c'est tout. Hein. Ce mec il est complètement taré. Il a rien du tout dans le crâne. Tenter ce genre de choses à ce moment-là du match, dans des matchs aussi importants, hein, c'est clairement que le mec il en a rien à foutre. Et un manque total de respect envers son adversaire. Non mais c'est la folie. Non mais ces mecs, il faut les virer du circuit. Ciao, faut les jarter. Bon, on va demander à quelqu'un de plus neutre que nous tous. Coach, quelle est votre opinion alors? Génie ou fou? Alors je pense qu'il n'y a pas besoin d'une vue manichéenne. Pour moi, il est les deux, mon capitaine. D'un point de vue purement tennistique, on ne peut nier que ce joueur a un talent fou. Ses coups entre les jambes montrent son niveau de coordination, de toucher et de relâchement à toute épreuve. Sortir ses coups et les réussir dans un match officiel est juste hallucinant. D'un autre côté, le sortir une fois de temps en temps, comme Federer quand la situation l'exige, et le sortir à tout bout de champ comme il le fait, sont deux choses différentes. Pour moi, cela démontre une certaine paresse à l'effort, un moyen de se décharger de la pression de l'enjeu. C'est une bonne stratégie, mais qui doit être utilisée judicieusement. Et là, le faire à outrance, c'est une fuite. Il clame haut et fort que ça ne lui plaît pas d'être joueur de tennis, et il le montre dans ses actes. On ne ressent pas chez lui une volonté de tout déchirer sur le long terme.
On sent qu'il veut simplement faire des coups. Donc pour moi, ce n'est pas un fou, mais une mauvaise utilisation de son gros potentiel. Il reste jeune, il a du temps pour mûrir. À son âge, Federer cassait encore beaucoup de raquettes. Ce qui est sûr, c'est qu'il progresse très vite. Et lors de cette saison, il a atteint un niveau de jeu et surtout une nouvelle constance qui présage beaucoup de positifs pour la suite de la saison. Comme toujours, quelle pertinence dans ses propos, ce coach. Alors, parlons un peu de Federer, justement. Ah bah il était temps, j'ai cru que j'allais m'endormir moi. Bon, Federer a eu chaud quand même, très chaud. D'abord contre Berdych. Stat, est-ce que tu peux nous faire un résumé, s'il te plaît, du match ? Alors Federer survole le premier set avec 12 points gagnants et 4 fautes directes. À la peine au deuxième set, un break suffit à Berdych pour recoller. Lors du troisième set, Federer réussit à rehausser son niveau de jeu et break pour mener 5-3. On pense alors que l'affaire est pliée. Mais Berdych s'accroche et emmène le Suisse au tie-break. C'est alors que le miracle se produit. Berdych se procure 2 balles de match à 6-4, dont une sur son service. Mais Federer les sauve et à 7-6 pour Federer, Berdych fait une double faute pour donner le match. Bon, non seulement Federer est talentueux, mais il a en plus beaucoup de chance. Chanceux. Non mais il y en a un qui joue bien les points importants et l'autre qui les joue pas. C'est tout, il y en a un qui gagne et pas l'autre. Je vois pas du tout où est la chance là-dedans. Bon, enfin bon, on peut aussi dire que Federer n'arrive pas à conclure et qu'il a besoin que l'autre fasse une double faute pour gagner. Excuse-moi, mais moi, ça m'est jamais arrivé en match. Chaque fois que j'ai une balle de match, l'autre n'a jamais fait de double. Donc c'est clairement de la chatte. Ouais, sauf que Roger il a gagné plein de matchs cette année. C'est pas comme s'il était incapable de gagner un match. Et puis c'est vraiment pas sa faute si l'autre a peur de son retour, franchement. Oh, ça suffit tous les deux, ça suffit. Bon, Federer s'en sort. Et le grand match est arrivé. Federer face au bouillant Nick Kyrgios. Et 2 questions se posent alors à nous. Première question, que va faire Nick Kyrgios dans ce match ? Que va donner ce match ? Qui va l'emporter ? Et deuxième question, beaucoup plus importante, est-ce que Nick Kyrgios va-t-il tenter un twinner face au maître ? Osera-t-il ? On connaît la réponse à la première question. On connaît la réponse à la deuxième question. Bon, fin du suspense. Federer s'en sort, mais de justesse. Regardez ce score. Stats. 7-6, 11-9 dans le tie-break. 6-7, 11-9 dans le tie-break. 7-6, 7-5 dans le tie-break. Le match aura basculé à 5-5 dans le tie-break du troisième set lorsque Kyrgios a fait une double faute, tout de suite mise à profit par Federer qui a ensuite sorti un service gagnant pour conclure le match. Encore une double ? Mais il a que de la chatte ce mec. C'est pas possible. Bénin qui fait un ace et l'autre une double, elle est où la chance ? Ça suffit. Federer s'en sort et Kyrgios a tenté un twinner. Regardez les images. Oh là là, c'est incroyable à ce moment-là du match. Non mais vraiment, quel culot ce Nick Kyrgios. Oh là là, vraiment. Et puis la maîtrise technique. Parce que bon voilà, la demi-volée quand même était pas mal, bon rien d'exceptionnel, mais quand même, ouais, pas mal. Et puis là, boum, en bout de course, face au maître, quel culot. Quel culot quand même ce mec. Quel toupet, ouais. En tout cas, ça doit être tellement frustrant d'arriver à la fin du match à 5-5 dans le tie-break du dernier set après avoir bataillé tout le long du match pour perdre sur une double faute. Quelle frustration. Et après la double faute de Kyrgios, c'est à Roger Federer d'avoir une balle de match. Et c'est fait, c'est incroyable, sur un service gagnant. Vraiment un match de titan entre les deux joueurs. Incroyable match. Peut-être l'un des matchs de l'année ici à Miami. Bravo aux deux joueurs. Bien fait pour lui. Bon, on enchaîne. Federer arrive en finale face au deuxième monstre de cette année. Une montagne pour le citer lui-même, Nadal. On était un peu inquiet quand même pour Federer parce qu'il semblait vraiment épuisé après ces 2 matchs à rallonge. Donc il bougeait de moins en moins bien. Le résultat, 6-3, 6-4 en 1h34. Troisième affrontement de Federer-Nadal cette année et troisième victoire de Roger Federer. Moins dominateur qu'à Indian Wells, il s'en sort quand même en étant plus réaliste que son adversaire. Donc c'est donc la 3e fois qu'il bat Nadal dans la même saison.
comme en 2007. Mais c'est surtout la 3e fois d'affilée sur une même saison, grande première, qu'il bat Nadal. Et ça fait donc la 4e fois d'affilée qu'il le bat, sur 2 ans, grande première également. Leur face-à-face est de 23-14 et 19 Federer sur dur qui repasse en tête. Nadal n'a jamais remporté le tournoi de Miami, et ce malgré 5 finales désormais, donc 2005, 2008, 2011, 2014 et 2017. Il lui manque également Bercy et Shanghai, des tournois indoor. Donc pour Federer, c'est son premier doublé Indian Wells Miami depuis 2006, et il fait même un triplé avec l'Open d'Australie, Indian Wells et Miami, comme en 2006. Il avait alors 25 ans et survolait le circuit. À cette époque, il était bien sûr numéro 1 mondial. Aujourd'hui, à 36 ans, avec la concurrence, c'est très fort. On parle un peu classement ? Oui. Grâce à cette victoire, Federer revient à la 4e place mondiale avec 5300 points, avec 3 mois et demi de match. Nadal remonte 5e, 4700 points, avec 12 mois de match. La mauvaise affaire est Nishikori, le japonais, qui perd 3 places et se place 7e. Oui, pour le reste du classement, Murray et Djokovic sont encore loin, avec quasiment 12 000 points et quasiment 8 000 points. Le plus impressionnant est la race qui compte les points à partir du 1er janvier. Donc Federer est premier avec 4045 points déjà. Nadal est deuxième avec 2235 points. Wawrinka complète le podium avec 1500 points. Murray est 12e avec 840 points. Et Djokovic est 22e avec 475 points. Alors, c'est le quasi sans faute pour Federer. Est-ce qu'on peut parler de sa meilleure saison ? Pour moi, tu sais, toutes les saisons sont spéciales et incroyables quand même. Moi, j'en ai rien à faire. D'un point de vue purement statistique, non. En 2005, à cette période de l'année, après Miami, il avait déjà 35 victoires pour seulement une défaite. En 2006, il avait 33 victoires pour seulement une défaite. 2004, il avait 23 victoires pour seulement une défaite. 2017, actuellement, il n'en est qu'à 19 victoires pour une défaite. Sachant qu'en 2005, 2006 et 2004, il avait fini l'année numéro 1 mondial. Par contre, le Suisse reste invaincu face au top 100 cette année. Sa seule défaite étant Donskoy qui était à la 116e place. Pour ma part, compte tenu de son âge, 35 ans, et du fait qu'il n'a pas joué depuis 6 mois, qu'il revient d'une pause aussi longue, c'est un début de saison absolument unique. Et si c'est pas la meilleure statistiquement, en tout cas, ça reste l'une des plus remarquables et l'une des plus tonitruantes que j'ai jamais vues. Et peut-il redevenir numéro 1 mondial d'ici la fin de l'année ? Excuse-moi, c'était une question ? Ce qui est sûr, c'est que ça va dépendre de ses résultats. Et ces résultats vont dépendre de 2 choses. Premièrement, son physique. Va-t-il tenir, va-t-il continuer à jouer à ce niveau-là ? Pendant combien de temps ? C'est absolument ahurissant. Et la deuxième chose, c'est que ça va dépendre également des résultats des monstres que sont Murray et Djokovic, qui pour l'instant restent inexistants. Affaire à suivre. Oui, car je rappelle que Federer n'a que sa finale à Wimbledon à défendre et qu'il n'a pas joué le reste de l'année. Contrairement à tous les autres joueurs qui ont toute leur saison et qui doivent sauver leurs points sur les 12 mois qui restent. Par contre, Federer va faire l'impasse sur la terre battue et il ne reviendra que à partir de Roland Garros. Donc ça peut jouer dans la balance. What ? Ah mais ça remet tout en cause. Vous vous rendez compte ? 3 Master 1000 en moins sur une saison où chaque point est hyper important. Ah là, ça va devenir très compliqué pour Roger. Bon, plus le temps avancera et plus on sera fixé. Donc on suivra bien sûr avec attention les résultats et l'évolution du classement. Et on fera une émission spéciale pour justement la place de numéro 1 mondial. Tennis, il reprend qu'à Roland. Je suis super triste qu'il n'y ait pas de tennis pendant toute cette période. Ça va me manquer le tennis. Un petit mot rapide sur Nadal, Stat, avant de rendre l'antenne ? Bien sûr. Alors même si Nadal n'a pas soulevé le trophée, ni aucun trophée d'ailleurs en 2017, et ce malgré une première avec 3 défaites d'affilée face à Federer, la même saison,
Il réalise tout de même son 3e meilleur départ sur une saison avec 2235 points. À comparer avec l'année dernière à la même époque où il n'avait que 815 points. Ah oui, en fait, la course de numéro 1 mondial est ouverte. Donc, coach, Federer ou Nadal? C'est une très bonne question et c'est très difficile à dire. Pour moi, Federer semble quand même un peu au-dessus et je pense qu'il aura l'avantage. Mais néanmoins, seuls les résultats nous le diront et seul le temps gravera les résultats dans le marbre. En attendant, tout n'est que spéculation, donc on ne peut pas vraiment dire. Pour moi, les résultats qui vont venir dans les prochains mois vont être très importants car Nadal aura vraiment sa carte à jouer sur terre battue. S'il accroche Roland Garros et un Master 1000 sur terre battue, il aura de grandes chances d'obtenir cette place de numéro 1 mondial. Si par contre il passe à côté de sa saison sur terre battue, ça va être très compliqué pour lui et Federer aura davantage de chances. Voilà, donc pour que ce soit participatif, s'il vous plaît, notez dans les commentaires qui vous pensez qui va être numéro 1 mondial à la fin de l'année. Et on verra à la fin de l'année qui avait raison, donc il y aura l'épreuve. Donc Federer, Nadal, Djokovic ou Murray, les paris sont ouverts. Je vois personne d'autre numéro 1 d'ici la fin de l'année à part ces 4 joueurs, mais bon, vous pouvez noter qui vous semble. C'est un blasant tes questions alors qu'on sait qui va être le plus vieux numéro 1 mondial à la fin de l'année quoi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Allez, ciao à tous. Ciao. Au revoir. Ciao. Voilà, j'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre j'aime juste en dessous et de partager la vidéo. C'est hyper important pour moi. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez regarder Miami. Ah mince, il n'y en a plus, on est en confinement. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.